Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, après l'adoption à l'unanimité en juillet dernier de la loi sur la restitution des biens culturels juifs spoliés, la proposition que nous allons examiner aujourd'hui ouvre un nouveau chapitre quant aux restitutions des biens culturels en se concentrant cette fois sur la problématique des restes humains détenus dans nos collections. Cette proposition de loi a été adoptée en première lecture par le Sénat à l'unanimité le 13 juin dernier. Je tiens à saluer ici la ténacité de la sénatrice Madame Catherine Morin-Desailly qui a fait de ces enjeux de restitution l'un des grands combats de son engagement politique. Cette proposition de loi répond à une attente réelle exprimée par plusieurs États étrangers qui ont opéré parfois depuis de nombreuses années des demandes de restitution de restes humains appartenant à nos collections publiques. Je salue d'ailleurs la présence aujourd'hui à nos côtés de Madame l'ambassadrice d'Australie. Il s'agit donc de satisfaire ces demandes et de conduire au renforcement des partenariats culturels et scientifiques déjà initiés. Mais il s'agit aussi, tout en prenant garde aux anathèmes rétrospectifs, à l'anachronisme ou à l'ethnocentrisme, de procéder à un acte de réconciliation, à un acte mémoriel de reconnaissance du droit des peuples à construire leur souveraineté, reconnaissance aussi d'une histoire scientifique ou coloniale qui fut marquée par des formes de violence symboliques ou réelles. Selon le conservateur du patrimoine Michel Van Praat, plusieurs centaines de milliers de restes humains figurent à l'inventaire de nombreux musées, universités ou établissements publics. Parmi eux, quelques milliers seraient d'origine étrangère. Souvent collectés au cours d'expéditions ou de conquêtes coloniales, les restes humains souffrent d'une documentation scientifique lacunaire, parfois erronée, et de déplacements erratiques entre différents lieux de conservation qui ont bien souvent brouillé les pistes quant à leur origine. Leur présence dans nos collections publiques soulève depuis plusieurs années, de façon croissante, la question du respect de la dignité humaine des individus dont ils proviennent et du soin apporté aux conditions de leur conservation. En effet, si celles-ci se sont améliorées, elles ont longtemps été déplorables, comme le soulevait l'historienne Laure Cadot dès 2007. Pourtant, ces restes, dépositaires d'un fragment de l'espèce humaine, sont aussi des témoins de son histoire. En cela, ils sont le patrimoine de notre humanité et méritent à ce titre le plus grand respect. Cette question nous mène plus largement à interroger le statut de ce que la recherche archéologique nomme les vestiges anthropobiologiques, comme cela m'est apparu lors des auditions menées. En effet, éclaté entre plusieurs codes, code civil, code du patrimoine, code funéraire, le statut des restes humains mériterait d'être unifié et clarifié. Cela permettrait de faciliter le travail des professionnels qui les manipulent et de les protéger contre toute immiscion, notamment de la sphère religieuse. Cela autoriserait également les descendants de personnes à qui ont autrefois appartenu ces restes d'y avoir un certain accès de façon encadrée. La proposition de loi que nous allons examiner se compose de 2 articles. Le premier établit une procédure permettant de déroger à l'inaliénabilité des biens appartenant aux collections publiques afin de pouvoir répondre aux demandes étrangères de restitution. La présente loi se concentre en effet sur les demandes émanant d'États étrangers qui pourront agir au nom d'un groupe humain présent sur leur territoire et dont la culture ou les traditions sont toujours actives. Le Sénat proposait une loi qui visait à autoriser la sortie des collections publiques des restes humains à des fins funéraires, en vue de l'accomplissement d'un hommage ou d'un culte rendu aux morts par les communautés d'origine. Je tiens à insister particulièrement ici sur le sens très large que recouvre la notion de fin funéraire. Il ne s'agit pas seulement d'une perspective d'inhumation ou de crémation, mais bien de toute cérémonie visant à célébrer les personnes dont sont issus les restes ou à perpétuer le lien entre les vivants et les morts. Afin de nous assurer d'un plein respect des cultures des peuples concernés dans toutes leurs manifestations, sans préjuger du résultat des débats qui peuvent animer les communautés elles-mêmes en Oklahoma, à Hawaï ou au Congo, par exemple, quant au sort à réserver au reste de leurs ancêtres. Et pour reprendre les mots de l'historienne de l'Afrique, Clara Boyer-Rossol, les communautés devraient avoir le droit de choisir parce que les usages funéraires, cultuels et sociaux sont infinis. Les commissaires aux affaires culturelles ont souhaité adjoindre à ces fins funéraires des fins mémorielles. Nous serions alors assurés de couvrir tous les cas de figure, par exemple démonstration de reliques, en s'assurant que les usages contraires au respect de la dignité humaine continueraient d'être proscrits. Nous intégrons alors pleinement les 2 arguments majeurs en faveur de la restitution, à savoir ses vertus thérapeutiques, mais également ses visées réparatrices. Dans ce texte, les restitutions sont encadrées par plusieurs conditions cumulatives. Elles concernent des restes humains d'individus morts après l'an 1500, car l'expérience étrangère a montré que les restitutions concernent rarement des cas antérieurs à 300 ans, même quand la limite inscrite dans les textes est supérieure, au Royaume-Uni notamment.
Autre condition, la collecte des restes a été contraire au principe de dignité humaine où leur conservation porte atteinte au respect de la culture du groupe d'origine auquel les restes humains peuvent être reliés. L'article 1er ne fait pas qu'énoncer les conditions de possibilité des restitutions, mais prévoit également une procédure visant à établir l'identification des restes humains ou leur lien avec le groupe humain demandeur. Il faut s'arrêter un instant sur l'idée d'identification. Il ne saurait être question de parvenir à obtenir l'identité exacte ou nominative de l'individu dont proviennent les restes. La notion d'identification est ici entendue de manière bien plus large, comme un lien suffisamment probant avec un groupe humain défini. Un travail scientifique pour l'établir est prévu par la proposition de loi. Il devra être conduit par un comité d'experts composé de façon concertée avec l'État demandeur afin d'établir une filiation entre les restes humains et le groupe humain de sa provenance présumée. Ce travail conjoint sera la base de la décision de restitution qui sera rendue par le Premier ministre par un décret en Conseil d'État. Le caractère très solennel de cette décision ainsi que la scientificité des bases qui l'auront motivée suffiront, je le pense, à assurer que l'inaliénabilité des collections publiques ne soit surmontée qu'avec les plus hautes garanties. Ce principe est en effet fondamental pour la conservation de nos collections et il ne s'agit pas ici de renier ce caractère essentiel, mais bien de lui donner une exception limitée par l'exigence du respect de la dignité humaine. Il s'agit simplement ici de faire respirer les collections, pour reprendre l'expression de Jacques Rigaud. La transparence entourant la procédure sera assurée par la remise d'un rapport annuel du gouvernement au Parlement, faisant l'état des lieux des restitutions demandées et opérées. L'objet de l'article 2 de la proposition de loi, la question de la restitution des restes ultramarins, mérite à lui seul un second texte législatif. C'est pourquoi l'article prévoit que le gouvernement présente sous 1 an des solutions spécifiques et adaptées. Je partage l'opinion selon laquelle une proposition de loi créant une procédure interétatique ne saurait être le cadre de résolution adéquate pour un sujet touchant notre communauté nationale. Cela ne signifie pas, j'y insiste, que celui-ci soit de moindre importance, mais précisément qu'il justifie que lui soit accordée toute l'attention qu'il mérite. La restitution des restes ultramarins aux groupes humains d'origine doit avoir lieu. Que cela passe par un véhicule législatif ou d'autres moyens, c'est une question de reconnaissance importante pour la cohésion nationale et participe d'un travail de mémoire commun indispensable. Je connais l'engagement de la ministre de la Culture et du ministre des Outre-mer sur ce sujet et leur volonté d'avancer. Cet article 2 ne constitue qu'un premier pas nécessaire qui devra mener à une résolution propre. J'y serai personnellement très attentif. Je terminerai en rappelant la lente évolution des mentalités sur ces questions et le chemin parcouru depuis la restitution des restes de Saartjie Baartman à l'Afrique du Sud en 2002. Si la recherche scientifique est indispensable, elle doit nécessairement aller de pair avec le respect de la dignité humaine, dès lors qu'il est accompagné des moyens nécessaires à de réelles recherches de provenance. Ce texte contribuera, j'en suis convaincu, à faire un pas de plus en direction d'une conservation plus conforme à l'éthique de nos collections publiques. Appliqué dans un esprit d'ouverture, il permettra, au sein d'une négociation entre intérêts scientifiques, revendications politiques et soucis éthiques, de parvenir à un équilibre savant entre le ressenti de la mémoire et le recul de l'histoire, entre science et conscience, aurait dit Rabelais. Je veux conclure en vous disant, chers collègues, que derrière les restes humains dont nous parlons aujourd'hui se cachent des individus, des hommes et des femmes qui ont souvent connu des destins tragiques, qui sont morts, pour certains, loin de leur terre, loin de leur communauté, qui, pour d'autres, ont été profanés par le scalpel des anatomistes ou exhumés par les explorateurs. L'espace d'un instant, je vous propose de nous identifier à eux, de vibrer les mêmes sentiments moraux qui les assaillirent, du même désespoir, de la même humiliation parfois, de souffrir avec eux et leur communauté. Et ce faisant, d'une certaine manière, mesurons l'importance de cette loi, nous redonnons leur dignité à des femmes et des hommes, nous les rendons à leur terre, nous les rendons aux leurs, pour certaines cultures même, à travers des rites ancestraux qui n'ont pu être appliqués jusqu'alors, nous leur redonnerons vie. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.